Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux pour la seconde fois. Pas celui chaud et métallique de ma propre mort, mais celui froid et imaginaire d'un cauchemar qui n'en était plus un. J'étais revenu. Pas au paradis ni en enfer, mais dans mon appartement parisien du Marais, le 15 juillet 2018, à 22 heures précises, juste avant que tout bascule. Ma main tremblante toucha mon cou intact, et un rire hystérique monta en moi, un rire de folle, car je savais que cette fois, ce serait différent. J'allais les faire payer, eux, mes parents, ces monstres qui m'avaient trahi pour un empire bâti sur des mensonges. Je m'appelais Élise Moreau, et j'avais 32 ans cette nuit-là. Ou plutôt, j'en aurais de nouveau 32, car le destin ou quel que soit ce Dieu cruel qui m'avait renvoyé m'avait accordé une seconde chance. Dans ma vie précédente, j'étais la fille prodige, l'héritière invisible d'une dynastie pharmaceutique qui régnait sur Paris comme un serpent venimeux. Mes parents, Henri et Claire Moreau, étaient des titans, lui, le PDG impitoyable de Moreau Pharma, elle, l'avocate aux griffes d'acier qui avait enterré plus de scandales que de corps. Ils m'avaient élevé dans un cocon de luxe au cœur du 16e arrondissement, avec des leçons de piano chez Chopin et des dîners chez Lasserre. Mais sous la surface, c'était un poison lent. J'avais toujours su que j'étais l'enfant sacrifié, celle qu'on exhibait pour les photos mais qu'on ignorait pour les décisions. Le soir de ma mort ou plutôt, le soir où tout avait commencé à pourrir, j'étais rentré d'une conférence à Cannes, les bras chargés de contrats juteux pour l'entreprise familiale. J'avais découvert, par hasard, un dossier caché dans le bureau de mon père, des essais cliniques falsifiés sur un nouveau médicament, le Neurovive, censé guérir la dépression mais qui, en réalité, provoquait des suicides en masse. Des centaines de vies brisées pour gonfler les actions en bourse. Et qui avait signé les rapports? Moi. Mon nom, forgé sur des faux, pour protéger la famille. J'avais confronté mon père ce soir-là, dans notre hôtel particulier haussmannien, sous le lustre en cristal qui avait vu tant de mensonges. « Papa, c'est une abomination », avais-je hurlé, les documents tremblants dans mes mains. Il m'avait regardé de ses yeux froids, comme si j'étais un insecte. « Élise, ma chérie, tu ne comprends pas. C'est pour le bien de l'entreprise. Pour nous. » Et puis, ma mère était entrée, un verre de champagne à la main, son sourire de requin affûté. « Laisse-nous gérer, Élise. Tu es trop émotive. » Trop émotive? J'étais leur fille, pas une employée remplaçable. La dispute avait dégénéré. Des cris, des accusations. J'avais menacé d'aller à la presse, de tout balancer aux Inrocks ou au Monde. C'est là qu'ils avaient décidé de me couper. Pas seulement de l'héritage ou au nom, c'était plus vicieux. Ils m'avaient fait interner le lendemain, prétextant une crise psychotique due au Neurovive que j'avais soi-disant testé sur moi-même. Les faux certificats médicaux, les témoins payés, tout était en place. J'avais passé 2 ans en hôpital psychiatrique à Sainte-Anne, drogué, isolé, tandis qu'ils pillaient mon compte en banque et effaçaient mon nom des conseils d'administration. Et le pire? Le jour où ils avaient eu besoin de moi. C'était en 2020, au milieu de la pandémie. Moreau Pharma était au bord du gouffre, accusé de fraude sur les vaccins. Les actions plongeaient, les procureurs frappaient à la porte. Soudain, un appel de ma mère, larmoyante au téléphone, « Élise, ma puce, reviens. On a besoin de toi. Tu es la seule qui peut témoigner que tout était clean. Besoin de moi. » Après m'avoir jeté comme une loque? J'avais refusé, bien sûr. Et pour ça, il m'avait fait assassiner. Un suicide, en cellule, une lame de rasoir glissée par un infirmier corrompu. Mon sang sur les murs blancs de Sainte-Anne, et le monde qui continuait sans moi. Mais maintenant, j'étais de retour. Assise sur mon lit king size, les draps de soie encore froissés de la nuit précédente, je sentais mon cœur battre à tout rompre. Le miroir de la coiffeuse me renvoyait mon visage, les mêmes lèvres pleines, les mêmes cicatrices invisibles. Paris bruissait dehors, les klaxons de la rue des Francs-Bourgeois, l'odeur de croissants chauds montant des boulangeries. C'était le 15 juillet, fête nationale, feu d'artifice à venir sur la Seine. Mais pour moi, c'était le jour zéro de la vengeance. Je me levai, enfilai un tailleur noir Chanel ou ironique, vu ce que j'allais en faire et attraper mon téléphone. Le premier appel fut pour mon avocat, un jeune loup nommé Julien, que j'avais connu à la Sorbonne. Dans ma vie passée, il m'avait aidé à sortir de l'asile, pour rien. Cette fois, il serait mon arme. Julien, c'est Élise. J'ai besoin de toi. Immédiatement.
Sa voix endormie répondit, « Élise. À cette heure? Qu'est-ce qui se passe ?» Je souris dans le vide. Tout. Mais d'abord, trouve-moi des preuves sur Neurovive. Et surveille mes parents. Ils bougent. Les heures suivantes furent un tourbillon. Je quittai l'appartement, descendis les escaliers étroits du Marais, et hélai un taxi vers le 16e. Le trajet me permit de ruminer, comment les frapper sans me brûler? Pas de violence brute, c'était trop vulgaire, trop américain. Non, une vengeance à la française, subtile, empoisonnée, légale jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. J'imaginais déjà les titres, l'héritière Moreau contre-attaque, scandale familial au cœur de Paris. Arrivé devant l'hôtel particulier, la grille en fer forgé s'ouvrit comme dans un rêve éveillé. Le majordome, Pierre, me salua d'un hochement de tête poli. Mademoiselle Élise, vos parents sont en réunion. Parfait. Je traversai le jardin impeccablement taillé, les rosiers de ma mère exhalant leur parfum sucré à un mensonge de plus. Dans le salon, sous les portraits ancestraux, je les trouvai, mon père, cigarillo à la bouche, penché sur des graphiques, ma mère, en perles et tailleur crème, pianotant sur son iPad. Élise, s'exclama mon père, feignant la surprise. Qu'est-ce qui t'amène si tôt? Je m'assis sans y être invité, croisai les jambes. J'ai vu les projections pour Neurovive. C'est risqué. Un silence. Ma mère haussa un sourcil. Et alors? Tu veux participer? Je ris doucement. Participer? Non, papa. Contrôler. C'est ainsi que commença le jeu. Pendant les jours suivants, je m'infiltrai de nouveau dans l'entreprise. Réunion au siège de la Défense, où les tours devaient refléter un Paris impitoyable. Je posais des questions anodines, semais des doutes sur les essais cliniques. Julien, en coulisses, creusait, il trouva des emails effacés, des transferts bancaires vers des comptes offshore au Caïmans. Mais je sentais déjà la tension monter. Mon père me scrutait, comme s'il flairait le piège. Ma mère, plus subtile, m'invitait à des dîners chez Maxim's, où elle glissait des compliments empoisonnés, « Tu as changé, ma chérie. » Plus. Affirmé. La nuit, seul dans mon appartement, les cauchemars revenaient. Le rasoir contre ma peau, le sang, leur voix lointaine, c'est fini, Élise. Pour le bien de la famille. Je me réveillais en sueur, et c'est là que je décidai de la première frappe. Une fuite anonyme à Mediapart, un article sur les irrégularités de Neurovive, sans nommer personne. Les actions chutèrent de 5% le lendemain. Mon père appela, Élise, c'est toi. Je feignis l'innocence. Moi? Papa, je protège l'entreprise. Mais la vraie tempête couvait. J'avais un allié inattendu, mon frère cadet, Lucas, que j'avais à peine vu dans ma vie passée. À 25 ans, il était l'enfant chéri, étudiant en MBA à HEC, ignorant tout des ténèbres familiales. Je l'avais approché lors d'un brunch au Plaza Athénée, lui glissant des insinuations sur « les secrets de papa ». Ses yeux s'étaient écarquillés. « Élise, tu plaisantes ?» Non. Et bientôt, il mordit à l'hameçon, me fournissant des accès aux serveurs internes. Pourtant, la paranoïa s'installait. Des ombres dans les rues de Paris, un homme en trench-coat me suivant rue de Rivoli. Un appel masqué, une respiration lourde, puis le déclic. Était-il déjà en train de me couper, de nouveau? Je doublai la mise. Avec Julien, nous préparâmes un dossier béton, preuve de falsification, témoignage de victimes du Neurovive des familles brisées à Lyon, Marseille, Lille. J'organisai une rencontre secrète avec un journaliste du Figaro, dans un café obscur de Montmartre. Madame Moreau, c'est suicidaire, murmura-t-il. Suicidaire? J'avais déjà été tué une fois. Le soir du 31 juillet, lors d'une gala à l'Opéra Garnier, la bombe explosa. Mon père, sur scène, vantant Neurovive comme « l'espoir de la nation ». Soudain, mon téléphone vibra, l'article était en ligne. Cri dans la salle, flash des photographes. Ma mère me saisit le bras dans les coulisses, ses ongles s'enfonçant comme des crocs. « Que as-tu fait, Élise ?» Je me dégageai, un sourire glacial. Ce que vous auriez dû faire il y a des années, la vérité. Mais ce n'était que le début. La vengeance, comme un bon Bordeaux, se bonifiait avec le temps. Et le temps, j'en avais, cette fois. Les semaines suivantes furent un balai macabre de mensonges et de contre-attaques. Paris, cette belle indifférente,
continuait son tourbillon, touriste sur les Champs-Élysées, artiste au Louvre, amant sur les ponts de la Seine. Mais pour moi, chaque coin de rue était un champ de bataille. L'article de Mediapart avait allumé la mèche, maintenant, il fallait entretenir le feu sans me consumer. Mon père réagit comme un lion blessé. Réunion d'urgence au siège, où les cadres en costard-cravate transpiraient sous les néons froids. Élise, tu as trahi la famille, gronda Théil, son visage rougeau contrastant avec ses cheveux poivre et sel impeccables. Je restai calme, sirotant un café serré. Trahir? Papa, j'ai sauvé l'entreprise d'un scandale pire. Imaginez si la DGCCRF fouille plus profond. Ma mère, assise en bout de table comme une reine déchue, intervint d'une voix mielleuse, nous gérons, ma chérie. Laisse les adultes s'en occuper. Adultes? Elle avait 58 ans, mais son regard trahissait la panique d'une gamine prise la main dans le pot de confiture. Je quittai la salle avec un plan en tête, divisé pour régner. Lucas était ma clé. Je l'invitai à un dîner intime chez moi, bougies et vin de Bourgogne pour adoucir l'amertume. Frérot, tu sais ce que papa cache? Il hésita, son verre tremblant. À 25 ans, il était encore ce garçon aux joues roses que j'avais protégé des tempêtes familiales. Mais la curiosité l'emporta. Je lui montrai des extraits du dossier, les suicides, les faux, les millions détournés. Ses yeux s'embuèrent. Élise, c'est monstrueux. Pourquoi nous? Parce que l'argent corrompt, Lucas. Et la famille, plus que tout. Il devint mon espion involontaire. Accès aux emails, photos de documents sensibles. En échange, je lui promettais une part de l'héritage ou une illusion, car je prévoyais de tout raser. Julien, de son côté, contacta des victimes, une veuve de Toulouse dont le mari s'était jeté sous le métro après Neurovive, un père de banlieue dont la fille adolescente avait avalé des pilules entières. Leurs témoignages, crus et déchirants, formèrent le cœur de mon arme suivante, une plainte collective au tribunal de Paris. Mais les contre-coups arrivèrent vite. Un soir, rentrant d'une audience préliminaire, je trouvai mon appartement saccagé. Tiroir vidé, ordinateur fracturé, mes notes sur Neurovive disparues. Un message griffonné sur le mur en rouge, arrête, ou c'est comme avant. Mon sang se glaça. Ils avaient déjà commencé. Je changeai les serrures, installai des caméras, et appelai Lucas en urgence. Viens vivre avec moi. Il te surveille aussi. La nuit, nous parlâmes jusqu'à l'aube. Il avoua ses doutes, et si on leur pardonnait? C'est la famille, Élise. Pardonnait? Je lui racontai tout au pas la résurrection, bien sûr, ça aurait fait de moi une folle, mais l'internement, les drogues, la lame. Ses larmes coulèrent. Je ne savais pas. Je te jure. À cet instant, je le crus. Peut-être était-il innocent. Ou peut-être pas. La confiance est un luxe que les ressuscités ne peuvent se permettre. La presse s'emballa. Le Monde titra, Affaire Moreau, l'héritière dénonce la famille. Interview, plateau télé sur France 2 où des experts disséquaient le scandale. Mon père contre-attaqua avec un communiqué, Élise souffre de troubles, amplifiés par le stress. Nous prions pour elle. Troubles? C'était le refrain. Mais cette fois, j'avais des alliés. Une avocate féministe, Marie Duval, rejoignit l'équipe, ces porcs patriarcaux ne s'en tireront pas. On va les écorcher vifs, légalement. Le premier coup dur vint d'un allié improbable, oncle Thierry, le frère de mon père, un vigneron ruiné en Bordelais que la famille avait spolié des années plus tôt. Il m'appela un matin pluvieux, Élise, j'ai des preuves. Des années de lettres, de virements. Ils m'ont volé ma vigne pour financer leur magouille. Rendez-vous à Bordeaux, dans sa cave humide où les fûts de chêne murmuraient des secrets. Il me montra tout, faux testament, pot de vin à des juges. Venge-moi aussi, petite. De retour à Paris, je sentis la fissure s'élargir. Lors d'un dîner familial forcé pour apaiser les tensions, selon ma mère, l'air crépitait. Mon père, éméché au cognac, lâcha, tu crois que tu peux nous détruire? Nous t'avons faite, Élise. Sans nous, tu n'es rien. Je ripostai, et sans moi, vous êtes des criminels en sursis. Ma mère blêmit, son collier de perles semblant l'étrangler. Lucas, silencieux, évitait mon regard. Cette nuit-là, la décision controversée, je décidai d'utiliser Lucas comme appât. Lui demander de poser un mouchard sur l'ordinateur de papa.
C'est risqué, Élise, murmura-t-il. Risqué? La mort l'était plus. Il accepta, et le lendemain, nous eûmes les enregistrements, mon père ordonnant à un sous-fifre de « neutraliser la fuite ». Neutraliser. Le mot résonna comme le rasoir de mon passé. La vengeance accéléra. Avec les preuves de Thierry, nous portâmes plainte pour escroquerie aggravée. Les perquisitions commencèrent, policiers en civil envahissant l'hôtel particulier, saisissant disques durs et coffres-forts. Ma mère hurla au scandale, appelant ses contacts au quai des Orfèvres. Mais trop tard. Les actions de Moro Pharma s'effondrèrent de 30%, les investisseurs fuyant comme des rats d'un Titanic pharmaceutique. Pourtant, un doute me rongeait. Dans les fichiers volés, un nom revenait, docteur Laurent Voss, le psychiatre qui m'avait interné. Était-il le lien? Julien creusa, Voss était payé grassement par ma famille, et pas seulement pour moi. Des dizaines de patients disparus, des silences achetés. La toile s'élargissait, et Paris, avec ses boulevards haussmanniens, semblait se refermer sur nous comme une nasse. Un soir d'octobre, sous une pluie battante place de la Concorde, je confrontai Voss dans son cabinet du 8e. « Vous m'avez tué, docteur. » Il pâlit derrière ses lunettes cerclées d'or. « Élise, vous délirez. » Non. Je sortis une liasse de virements. Il craqua, « C'étaient vos parents. Ils ont dit que vous étiez dangereuse. » Dangereuse? J'étais leur fille. Et maintenant, j'étais leur cauchemar. La tempête montait, et avec elle, la question, jusqu'où irais-je? Tuer? Non, pas encore. Mais brisé, oui. Complètement. L'hiver s'installa sur Paris comme un linceul gris, la Seine charriant des feuilles mortes et des secrets noyés. Les fêtes de fin d'année approchaient, mais dans la famille Moreau, Noël rimait avec naufrage. Les perquisitions s'enchaînaient, les auditions au pôle financier du palais de justice transformaient mon père en ombre de lui-même, cravate défaite, yeux cernés, suppliant les juges de « famille ». Ma mère, plus résiliente, ourdissait dans l'ombre, contactant des lobbyistes à Bruxelles pour étouffer l'affaire au niveau européen. Mais moi? J'étais le fantôme au banquet, glissant des poisons verbaux à chaque repas dominical. Lucas vivait avec moi désormais, notre appartement du Marais devenu un QG clandestin. Des cartes punaisées au mur, des post-it codés, Voss au lien suicide, Thierry vigne volée. Il avait changé, mon frère, les jours osés virer au pâle, ses nuits hantées par des appels anonymes. Élise, et si on arrêtait, me lança-t-il un soir, devant un feu de cheminée factice. Arrêter? Le mot me fit rire, un rire amer comme le calvados qu'il sirotait. Lucas, ils ne s'arrêteront pas, rappelle-toi ce qu'ils m'ont fait. Il baissa les yeux. Mais toi. Tu es différente. Plus froide. Froide? J'étais en fusion, un volcan sous la croûte parisienne. La résurrection m'avait forgé, chaque battement de cœur était un rappel de la lame, chaque souffle un serment de revanche. Julien confirmait, les preuves s'accumulent. On peut les couler d'ici Noël. Mais il y avait un hic, les victimes. Rencontrer ces familles brisées me rongeait. À Nanterre, une mère, visage ravagé par le chagrin, me serra la main, « Merci, Madame Moreau. » Mon fils. Il méritait mieux. Méritait mieux que mon nom souillé. La décision controversée vint là, infiltrer l'hôpital Sainte-Anne. Pas pour la nostalgie, Dieu m'en garde, mais pour les dossiers. Voss avait des complices, des infirmiers qui avaient aidé d'autres patients à se taire. Avec l'aide de Marie Duval, nous obtînmes un mandat discret. Moi, déguisé en journaliste, je pénétrai les couloirs blancs qui hantaient mes rêves. L'odeur d'antiseptique me submergea, et pendant un instant, je revis le rasoir, le sang. Respire, Élise. Respire. Dans les archives, le trésor, carnet de Voss, listant des traitements payés par Moro Pharma. Des noms, des dates, des doses létales. Et un twist, mon propre internement n'était pas le premier. Ma grand-mère, morte, accidentellement, en 1995, avait été droguée pareillement pour avoir menacé de révéler des fraudes plus anciennes. La pomme ne tombait pas loin de l'arbre empoisonné. Je photocopiais tout, les mains tremblantes, et filais avant que les gardes ne rappliquent. De retour, explosion au QG. Lucas lut les pages, horrifié. C'est générationnel. On est maudit. Maudit? Non, complice.
Je le vis dans ses yeux, la peur, mais aussi la culpabilité. Avait-il su? Ou pire, participé? Je chassai la pensée. Pas encore. Mon père frappa le premier coup bas. Un tabloïd, Le Canard enchaîné, publia une « exclusivité, Élise Moreau, schizophrène héréditaire ?» Témoin oculaire d'une crise violente. Photo truquée de moi hurlant dans l'appartement saccagé. La presse s'emballa, la folle de la famille. Appel de Julien, il te discrédite. Reste caché. Caché? Jamais. J'allais en direct sur BFM, cheveux en bataille, voix ferme, ce sont des mensonges. Voici la vérité. Et je lâchai un extrait des carnets de Voss. Chaos. Les actions plongèrent à moins 50%, les actionnaires hurlant au tribunal. Ma mère contre-attaqua subtilement. Un appel larmoyant, Élise, viens à la maison. On parle. Pour papa. Il est malade. Malade? De rage, peut-être. Mais la curiosité l'emporta. Hôtel particulier, salon aux meubles Louis XV. Elle seule, un thé à la bergamote fumant. Arrête ça, ma fille. Tu nous détruis tous. Je m'assis, croquai un biscuit sec. Vous m'avez détruite en premier. Elle pleura aux vraies larmes. Et à voix, c'était pour te protéger. Le monde est cruel. Protéger? En me jetant au loup? C'est laquelle glissa le twist, ton père. Il n'est pas ton père. Le monde s'arrêta. Voss, dans ses notes, confirmait, insémination artificielle, donneur anonyme. Mon père m'avait haï parce que je n'étais pas de son sang. La trahison s'approfondissait, un gouffre sans fond. Je sortis en titubant, la pluie lavant les larmes que je refusais de verser. Lucas m'attendait, qu'est-ce qui va pas? Tout. Mais je mentis, rien. On continue. La vengeance devint personnelle. Avec les preuves de Sainte-Anne, nous portâmes une seconde plainte, homicide involontaire sur ma grand-mère. Les flics perquisitionnèrent de nouveau, cette fois saisissant des lettres jaunies du grenier. Mon père, arrêté pour garde à vue, me fusilla du regard au palais, traîtresse. Traîtresse? C'était mon mantra. Pourtant, la tension montait en moi comme une fièvre. Décision controversée numéro 2, confronter Voss publiquement. Sur les marches du tribunal, micro tendu, je hurlai, Docteur Voss, vous avez tué pour de l'argent. Il bafouilla, s'effondra en sanglots télévisés. Scandale national. Mais au fond, un vide, était-ce assez? La mort m'avait rendu assoiffé, et le sang appelait le sang. Noël arriva, fantomatique. Dîner seul avec Lucas, huîtres et champagne tiède. Il porta un toast, à la justice. Justice? Ou vengeance? La nuit, un appel, oncle Thierry, sa voix cassée. Élise, ils viennent pour moi. À Bordeaux. Panique. Je sautai dans le TGV, arrivant aux vignes sombres sous la lune. La maison en flammes, Thierry ligoté dans la cave. Mon père? Non, des hommes de main. Je le libérai, appelai les gendarmes. Mais en fuyant, une balle siffla. Effleurant mon épaule. Le sang coula, chaud, réel. Pas cette fois, pensai-je. Pas encore. Paris m'attendait, blessée mais vivante. La boucle se resserrait, et le nouvel an promettait du feu. Le printemps 2019 éclosit sur Paris avec une ironie cruelle, cerisier en fleurs le long de la Seine, tandis que le procès Moreau s'annonçait comme un ouragan judiciaire. Les journaux titraient sans relâche Libération, La dynastie empoisonnée, Le Figaro, Folie ou machination? Moi, Élise, j'étais au centre, un phare dans la tempête, mais rongé par des doutes qui n'avaient pas existé dans ma vie précédente. La résurrection m'avait donné la force, mais pas l'absolution. Chaque nuit, les fantômes des victimes me visitaient, visage pâle, yeux accusateurs. Et nous, Élise? Ta vengeance efface-t-elle nos morts? Lucas et moi avions déménagé dans un loft anonyme à Belleville, quartier bohème loin des regards du 16e. Julien et Marie formaient notre état-major, cartes stratégiques sur les murs, café froid et nuit blanche. Les preuves s'empilaient comme des dominos, virement de Moreau Pharma à Voss, faux rapport clinique signé de ma main, forgé, bien sûr, témoignage de Thierry sur les spoliations familiales. Et le twist de la paternité, un test ADN anonyme confirmait tout.
Mon père n'était qu'un imposteur, un tyran jaloux d'un sang qu'il n'avait pas versé. Mais la famille ripostait. Ma mère, libérée sous caution, lança une contre-attaque médiatique, interview larmoyante sur CNews, où elle se posait en victime d'une « fille ingrate ». Élise a toujours été instable. Nous l'aimions tant. Instable? Le mot me fit bouillir. Je répondis par une bombe, publication intégrale des carnets de Voss sur un site dédié, Justice pour Neurovive. Des milliers de partages, pétitions en ligne, manifestations devant le siège de la Défense. Des pancartes, Moreau tue. Paris grondait, et pour la première fois, je sentis le pouvoir non pas celui de l'argent, mais de la vérité. Pourtant, la décision la plus controversée guettait. Lors d'une audience préliminaire au tribunal de grande instance, face à mon père menotté, je dus choisir, témoigner pour l'accusation, ou pardonner. Le juge, un homme sec aux lunettes pincées, demanda, « Madame Moreau, votre relation avec l'accusé ?» Je fixai Henri, ses yeux implorants ou calculateurs. Il m'a trahi. Interné. Tué, en esprit. Murmure dans la salle. Mon avocat me pressa, frappe fort. Mais Lucas, à mes côtés, murmura, « Et si c'était assez ?» Assez? La lame sur ma gorge hurlait non. J'optai pour le feu, je révélai la non-paternité en direct. Flash, cri, mon père s'effondrant sur la barre, mensonge. Mais le test ADN, scellé, le noya. La presse explosa, inceste de secret chez les Moreau. Ma mère, au deuxième rang, se leva pâle comme un spectre. Plus tard, elle m'attendit dans les couloirs, parfum Chanel numéro 5 flottant comme un reproche. Tu as tout détruit, Élise. Pourquoi? Pour respirer, maman. Pour vivre sans vos chaînes. Thierry arriva en renfort, sa canne claquant sur le parquet du tribunal. Ses vignes sauvées par une injonction, il témoigna, vol, intimidation, une vie ruinée pour l'empire familial. Ils m'ont pris mon âme, comme ils ont pris la vôtre, Élise. Les jurés hochèrent la tête, émus. Voss, lui, craqua complètement, deal avec la justice pour réduire sa peine, avouant-les, suicides assistés, sur ordre. Des dizaines de dossiers rouverts, des familles en pleurs dans les couloirs. Mais le vrai danger vint de l'intérieur. Lucas, un soir, avoua, Élise, j'ai vu des emails. Avant tout ça. Papa m'a demandé de te surveiller. Mon cœur s'arrêta. Quand? Il y a des mois. Dans cette vie. Trahison bis était-il un pion, ou un serpent? Je le confrontai, larmes aux yeux, pourquoi? Il pleura, peur. Il menaçait de me couper, moi aussi. Peur. Le mot qui m'avait tué. Je le giflai, un geste impulsif, regretté aussitôt. Sors. Il partit, valise en main, laissant un vide plus grand que la trahison. Seul, je plongeai dans la paranoïa. Appels anonymes, tu seras interné de nouveau. Ombre dans le métro ligne 2. Julien me mit en garde, il prépare un coup. Un témoin bidon pour te faire passer pour folle. Le cercle se resserrait. Décision finale controversée, empoisonnée, métaphoriquement. J'organisai une conférence de presse clandestine à la rotonde de la Muette, invitant les victimes, les journalistes, Thierry. Aujourd'hui, nous finissons les Moreau. Discours enflammés, preuves projetées sur écran, l'Empire s'effondrait en live. Mon père, depuis sa cellule à Fresnes, envoya un émissaire, son avocat, un requin nommé Bertrand. Il propose un accord, tout l'héritage contre ton silence. Héritage? Un tas de cendres. Je refusai, mais le doute s'insinua, et si je prenais tout, pour reconstruire? Non. La vengeance n'était pas pour l'or, mais pour le sang. Le 14 juillet revint, anniversaire de ma résurrection. Feu d'artifice sur les invalides, mais pour moi, une explosion intérieure. Lucas réapparut, hagard, ils m'ont enlevé. Maman. Elle veut te voir. Piège? Ou rédemption? Je suivis, revolver chargé dans mon sac illégal, mais nécessaire. Entrepôt abandonné à Ivry-sur-Seine, odeur de rouille et de Seine polluée. Ma mère, ligotée à une chaise, entourée d'hommes de main. Élise. Aide-moi, criait-elle. Mais ses yeux. Calculateur. C'est là que le piège se referma. Lucas, arme à la main, désolé, grande sœur.
Ils ont promis que je serais l'héritier. Trahison totale. Le coup partit, effleurant mon bras. Je ripostai, touchant un garde. Fusillade chaotique, corps au sol. Ma mère rit, tu vois? Tu es comme nous. Non. Je la libérai au nom par pitié, mais pour la voir tomber plus bas. La police arriva, sirène hurlant. Arrestation en cascade. Mais moi? Blessé, je m'échappais dans la nuit, le sang coulant. Paris m'avalait, complice muette. L'été 2019 s'acheva dans un tourbillon de procès et de ruines, Paris suffocant sous une canicule qui semblait punir la ville pour ses péchés cachés. Le palais de justice devint mon théâtre, audience interminable, où les avocats s'égosillaient comme des corbeaux sur un cadavre. Mon père, vieilli de 10 ans en quelques mois, comparaissait pour fraude, homicide, escroquerie à un menu à la carte de l'enfer. Ma mère, pour complicité et faux. Lucas, inculpé pour tentative d'enlèvement, mais en deal pour témoigner contre eux. Et moi? Témoin star, ou accusé potentiel? La ligne était fine, comme la lame qui m'avait fauché. Les audiences étaient un cirque. Jour 1, Voss sur le grill, suant sous les projecteurs, avouant-les, ajustement, clinique. Ordre de Madame Moreau. Ma mère bondit, mensonge. Mais les virements bancaires la clouaient au pilori. Jour 2, victimes en chœur, leurs histoires déchirant l'air comme des lames. La veuve de Toulouse, mon mari criait dans son sommeil, hanté par vos pilules. Larmes dans le jury, flash des photographes. Mon père, impassible, murmura à son avocat, achetez-les. Trop tard. L'opinion publique, ce jury invisible, avait tranché. Thierry témoigna le 3e jour, sa voix rauque résonnant dans la salle comble. Ils m'ont volé ma vie pour leur profit. Élise est la seule à avoir osé. Applaudissements étouffés, scandale. Le juge tapa du marteau. Mais le vrai coup vint de moi, confrontation finale avec mon père. Pourquoi, Henri, demandai-je, utilisant son prénom pour la première fois. Il me fixa, yeux de serpent, parce que tu n'étais pas à moi. Une erreur de ta mère. J'ai tout donné, et toi, tu détruis. Erreur. Le mot résonna comme un verdict. Le jury, ému, se retira. Pendant l'attente, le doute me tordit les tripes. Était-ce vengeance ou justice? Dans ma vie passée, j'étais morte en martyr anonyme, maintenant, je vivais en paria célèbre. Julien, fidèle, me serra l'épaule, tu as gagné, Élise. Gagné? Les cauchemars persistaient, sang, rasoir, rire de ma mère. Et Lucas. En cellule, il m'envoya une lettre, pardonne-moi. J'étais faible. Mais je t'aime. Amour familial, un poison doux. Le verdict tomba un matin doux, soleil cruel filtrant par les vitraux. Mon père, 20 ans ferme, pour fraude et homicide. Ma mère, 15, pour complicité. Lucas, sursis, avec confession. Cri, évanouissement, moi debout, immobile. Pas de triomphe, juste un vide. Dehors, la foule hurla, justice. Justice. Le mot sonnait creux. Mais le twist final guettait, tapis dans l'ombre. Une semaine plus tard, appel anonyme, Élise, ce n'est pas fini. Regarde le dossier Voss. Page 47. Curiosité morbide. Dans les archives rouvertes, la révélation, ma résurrection n'était pas divine. Un protocole expérimental de Moreau Pharma, testé sur moi en asile, un sérum de neurovive modifié, provoquant des retours psychiques, des visions de vies alternatives. Pas de miracle, science tordue, pour créer des témoins dociles. Étais-je vraiment revenu, ou piégé dans une boucle infernale? Horreur. J'avais été leur cobaye, même dans la mort. Confrontation finale, visite à Fresnes, parloir glacial. Mon père, derrière la vitre, ricana, tu crois que c'était le hasard? On t'a ramené pour te briser encore. Ma mère, dans la cellule voisine, ajouta, tu es à nous, Élise. Toujours. Rage pure. Je sortis, appelé Julien, détruis tout. Les labos, les brevets. La chute fut totale. Avec les victimes, nous rachetâmes les restes de l'entreprise fonds de pension, dont anonyme. Moreau Pharma devint Alliance Santé, dédiée aux thérapies éthiques. Paris, maudite et bien-aimée, fleurie de nouveau, vigne de Thierry relancée,
mémorial pour les victimes au champ de Mars. Pour moi, la fin? Pas bic ACH, mais aigre douce. Lucas revint, repentant, nous reconstruisîmes, frères et sœurs sans parents. Amour? Peut-être. Et la nuit, quand les fantômes dansent, je souris, je les ai eus. Pas par le sang, mais par la lumière. Vengeance achevée. Paris respire. Moi aussi.